Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un règlement de compte, la rivalité la plus prolifique qu'ait connue la boxe professionnelle. 6 combats entre 2 monstres sacrés du noble art, 6 chocs stylistiques, tous légendaires, conclus par un bain de sang, un massacre. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Chicago Stadium en ce 14 février 1951, le jour du massacre de la Saint-Valentin. Vous êtes prêts? Let's go! « 14 février 1929, Chicago. Une Cadillac déferle à toute allure dans les rues de Lincoln Park. À son bord, 4 hommes, dont 2 habillés en policiers. Peu après 10 heures, la voiture s'engouffre dans un garage. Dans l'entrepôt, 7 personnes affiliées au North Side Gang, la mafia irlandaise de Cheetown, attendent une cargaison de whisky, illégale en ces temps de prohibition. Prétextant un contrôle, les 2 hommes en uniforme alignent la bande contre un mur. Leurs complices sortent de la Cadillac, mitraillette Thompson à la main. En une poignée de secondes, le gang est réduit à néant. Grâce à ce guet-apens, Al Capone devient le seul et unique boss de Chicago. Mais quel est le rapport entre ce règlement de compte entre gangsters et un combat de boxe survenu des dizaines d'années plus tard? Eh bien, plusieurs éléments. Tout d'abord, la pègre, prédominante dans le milieu pugiliste. Ensuite, un déchaînement d'une violence inouïe aboutissant à une scène sanglante. Et enfin, une date symbolique, le 14 février, qui laissera même un surnom à ces 2 événements, le massacre de la Saint-Valentin. Nous sommes en 1951 à New York, l'Eldorado de la mafia italo-américaine. La fin de la prohibition, 18 ans plus tôt, a laissé un trou béant dans le portefeuille de la pègre, obligeant la main noire à diversifier ses activités. Parmi les 5 grandes familles qui composent le syndicat du crime organisé, une a fait de la boxe et des paris truqués son nouveau gagne-pain. Dans la Grosse Pomme et ses alentours, pas un combat, ni un round, n'est disputé sans l'aval de Frankie Carbo, le tout-puissant capot de la famille Lucchese. Avec ses acolytes, Carbo forme The Combination, un groupe à l'influence tentaculaire. Sous sa coupe, le mafieux tient notamment Mike Jacobs, le célèbre promoteur et Monsieur Box du Madison Square Garden. Ses relations lui assurent une mainmise quasi totale sur le monde de la boxe professionnelle. Qui plus est, en toute impunité. Le FBI étant trop obnubilé par sa chasse aux sorcières. Le tsar de la boxe, comme on le surnomme, est l'homme qui fait et défait les carrières. Jake LaMotta en est le parfait exemple. Le champion du monde des poids moyens doit sa ceinture à 2 choses, ses poings et un petit coup de pouce de la main noire. La relation entre Jake LaMotta et la mafia ne date pas d'hier et remonte à sa tendre enfance. Enfin, tendre. Autant que peuvent l'être les coups d'un père alcoolique. Un sadique qui pend son fils par les pieds pour s'en servir de sac de frappe. Le même géniteur qui oblige son gamin à combattre dans des arrière-salles miteuses pour éponger ses dettes auprès de la pègre. À force de prendre des roustes, LaMotta en a fait son métier. Punching ball humain. Pour lui, c'était soit la rue, soit le ring. À vrai dire, il ne s'est jamais vraiment décidé.
petite frappe le jour et boxeur la nuit, Jake s'est contenté de survivre au milieu des rats et de la crasse dans l'enfer du Bronx. En 1947, LaMotta est professionnel depuis 6 ans et compte déjà plus de 70 combats à son actif. 6 années de dur labeur, au cours desquelles le Bronx Bull n'a jamais eu la chance de goûter à un titre mondial. Pour réaliser son rêve, Jake est prêt à tout, même à passer un pacte avec le diable. C'est alors que Frankie Carbo entre en scène. Le tsar lui promet un title shot, mais pour l'obtenir, LaMotta doit d'abord se coucher. C'est ce qu'il fait le 14 novembre 1947 face à Billy Fox. Le jeu d'acteur est peu convaincant et vaut à Jake plusieurs mois de suspension. Mais qu'importe, le Bronx Bull a obtenu ce qu'il voulait. Carbo tient parole et 2 ans plus tard, LaMotta devient champion du monde dans des circonstances un peu troubles. Cette histoire, nous vous l'avons déjà racontée dans notre flashback Le destin tragique de Marcel Cerdan, un héros français face au Raging Bull de New York. Suite au décès tragique de Cerdan, LaMotta défend sa ceinture à plusieurs reprises. Mais en 1951, son titre est en péril. Pour la 6e et dernière fois, le champion doit affronter son plus grand rival, sa bête noire, peut-être même le meilleur boxeur de l'histoire, Sugar Ray Robinson. Quelques semaines avant le combat, Robinson reçoit un appel à son domicile. À l'autre bout du fil, un certain Monsieur Gray, l'un des nombreux pseudonymes de Frank Carbo. Se présentant comme un ami de Jake LaMotta, le porte-flingue des Lucchese tente d'intimider Robinson. À la manière de Don Corleone, il lui fait une offre qu'on ne peut pas refuser. Impassible, Sugar Ray décline poliment. Le tsar de la boxe n'est pourtant pas le genre d'homme à qui on dit non. Le mafioso dispose d'arguments persuasifs. Une jambe brisée à coups de batte de baseball pour les plus chanceux. 2 pieds coulés dans le béton au fin fond de l'Hudson River pour les autres. Mais cette fois, le maître chanteur ne mettra pas ses menaces à exécution. Car même un bandit sans foi ni loi, comme Frank Carbo, respecte l'immense champion qu'est Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson, de son vrai nom, Walker Smith Jr., est né en 1921 à Hailey, en Géorgie. Alors qu'il est encore bébé, sa famille quitte le sud pour rallier le nord des États-Unis lors de la Grande Migration. À l'instar de millions de foyers afro-américains, les Smiths échouent à Détroit dans le ghetto noir de Black Bottom, le quartier le plus pauvre et le plus violent de la Motown. Pour tenter de subvenir aux besoins des siens, Walker Sr. cumule plusieurs petits boulots et est donc rarement présent auprès de son fils. Ce dernier témoigne. Il devait se lever à 6 h du matin et il était de retour à la maison vers minuit, 6 jours par semaine. La seule journée où je pouvais réellement le voir était le dimanche. J'ai toujours voulu passer davantage de temps avec lui. En l'absence de son paternel, celui que l'on surnomme affectueusement Smithy se prend d'admiration pour l'un de ses voisins, un jeune boxeur à peine plus âgé que lui, un certain Joe Louis. Joe lui propose de le suivre à la salle pour un cours d'initiation au noble art. C'est le début d'une longue amitié. Quand ses parents se séparent, Walker part vivre à Harlem avec sa mère. Après avoir ambitionné de devenir médecin, il choisit finalement de se dédier entièrement à la boxe. Un jour, lorsqu'il a 15 ans, Smithy accompagne son club à un tournoi. Sur place, il apprend que l'un de ses coéquipiers est malade et insiste pour le remplacer. Pas encore majeur, Walker est trop jeune pour obtenir une licence de l'Amateur Athletic Union, une carte indispensable pour combattre. Son entraîneur contourne le règlement en empruntant le certificat de naissance d'une connaissance, un homme du nom de Ray Robinson. Smithy remporte facilement le combat. Bluffé, le journaliste Jack Case décrit sa performance comme douce comme du sucre. Sugar Ray Robinson. Sweet as sugar. Walker Smith Jr. devient Sugar Ray Robinson. Doux comme du sucre. Aucune image, aucune analogie, aucune métaphore ne saurait mieux rendre justice à la boxe chatoyante de Sugar Ray Robinson, le premier grand artiste des rings.
on pourrait vous parler de son jeu de jambes de ballerine ou de sa précision chirurgicale. Évoquer ses contres fulgurants et sa frappe destructrice. Louer sa résilience et son charisme. Mais personne au monde ne parle mieux de Sugar Ray Robinson que son plus grand fan, Muhammad Ali. When they say Sugar Ray Robinson was the greatest fighter pound for pound, meaning that I imagine if he was a heavyweight fighting the same style, he'd be the greatest. I would have to admit, I would have to say yes. I have his fight films, I've watched him. That man was beautiful. Timing, speed, reflexes, rhythm, his body, everything was beautiful. Robinson, c'est The Greatest avant The Greatest. Le premier à voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Le pound for pound God. When he won the world middleweight title 5 times. Greatest fighter, pound for pound, who ever lived. 109 of these by knockout. Doux sur le ring, Sugar l'est nettement moins en dehors. À Harlem, comme dans le Bronx, les mauvaises fréquentations sont monnaie courante. Ray finit par céder à l'appel de la rue et intègre un gang. Son nom est cité dans plusieurs affaires sordides, sans qu'il ne soit condamné. Le 19 juin 1936, Sugar Ray est devant son poste de radio quand Max Schmeling bat Joe Louis à la surprise générale. Robinson est anéanti par la défaite de son idole. La déception est telle qu'il pense même à arrêter la boxe. Mais finalement, cet événement ne fait que renforcer sa détermination. Smithy arrête les bêtises et se concentre sur son nouvel objectif, devenir le meilleur boxeur de tous les temps. Doué de nature, le jeune homme domine le circuit amateur, ne concédant aucune défaite en 85 combats. En 1940, après avoir remporté les Golden Gloves pour la deuxième année consécutive, Sugar Ray passe professionnel. Dès lors, les KO pleuvent. Robinson vole de victoire en victoire et boxe à un rythme effréné, enchaînant parfois 3 combats dans le même mois. Rien ni personne ne semble en mesure de l'arrêter. Rien, excepté 2 choses. La mafia, qui malgré sa série d'invincibilité, refuse obstinément de lui donner un title shot, et le taureau du Bronx. Robinson et LaMotta se rencontrent pour la première fois le 2 octobre 1942 au Madison Square Garden. Les deux hommes ont à peine 20 ans, mais sont déjà des vétérans du circuit. Le boxeur de l'année selon The Ring Magazine contre le chouchou du Garden. Un clash 100% new-yorkais. Plus lourd, le Bronx Bull part théoriquement avantagé. Mais si 8 kilos séparent les deux combattants à la pesée, c'est bien un gouffre tactique et technique qui les distingue. Face à un génie de la trempe de Sugar Ray, LaMotta subit, mais en bon dur au mal, refuse d'aller au tapis. Le résultat, une victoire unanime de Robinson qui appelle une revanche, tant aucun autre boxeur avant Jake ne lui avait proposé autant de problèmes. Le rematch a lieu à peine 4 mois plus tard, en février 1943, à Détroit. Sur ces terres, Smithy semble en maîtrise, mais peut-être trop sûr de lui, il est surpris lors du 8e round par un enchaînement dévastateur. La cloche le sauve du chaos, mais le mal est fait. LaMotta domine largement la fin du combat et repart logiquement avec la victoire. En 41 combats professionnels, il s'agit de la première défaite de Sugar Ray Robinson. Un partout, balle au centre. Une 3e manche s'impose. Seulement 21 jours plus tard, les deux rivaux se font de nouveau face à face. Piqué dans son orgueil démesuré, Robinson cherche par tous les moyens à mettre son adversaire KO. LaMotta encaisse encore et toujours, mais ne rompt pas, comme l'histoire de sa vie. Sugar Ray joue les toréadors, mais un coup de corne l'envoie au sol. Il se relève et s'adjuge la revanche. Furieux, Jake refuse de reconnaître sa défaite et affirme que les juges ont avantagé son rival pour une raison politique. Et en effet, le lendemain, Sugar Ray est incorporé dans l'US Army.
Le bombardement surprise de Pearl Harbor, 2 ans plus tôt, a entraîné les États-Unis dans une guerre mondiale. Aucun homme n'est épargné, pas même une star reconnue comme Sugar Ray Robinson. Sous les drapeaux, Smithy retrouve une vieille connaissance, son idole d'enfance, Joe Louis. Les deux amis sont envoyés au front pour y disputer des matchs d'exhibition, histoire de remonter le moral des troupes. Sur place, Ray découvre que les soldats noirs et les soldats blancs ne sont pas logés à la même enseigne. Révolté, il se brouille avec ses supérieurs et refuse de combattre. Une violente chute dans des escaliers entraîne sa démobilisation. Simple prétexte ou non, Sugar Ray retourne à sa conquête mondiale. La guerre terminée, Robinson et LaMotta peuvent mettre fin à leur trêve. Le 23 février 1945, Sugar Ray fête son retour à la vie civile en domptant le taureau du Bronx pour la 3e fois. Ils s'affrontent de nouveau en septembre de la même année. Cette fois, le combat est nettement plus accroché. Robinson est donné vainqueur par décision partagée sous la bronca de la foule acquise, fait et cause pour LaMotta. Après 5 face-à-face, il est temps de tourner la page et les chemins des deux rivaux se séparent une nouvelle fois. Retour en 1951. Après avoir été longtemps freiné par la mafia, Robinson est enfin devenu champion du monde. Voilà 5 longues années que le prince d'Harlem écrase toute concurrence chez les welters, ne laissant aucune chance à ses adversaires. En quête de nouveaux défis et surtout de dollars, Sugar Ray abandonne sa ceinture pour partir à la conquête de la catégorie supérieure, celle des poids moyens dont le champion n'est autre qu'une vieille connaissance, Jake LaMotta. Ce dernier brûle d'impatience à l'idée de se venger et ne sait rien des tentatives d'intimidation de Frankie Carbo. LaMotta veut un combat à la loyale. Ses défaites le hantent. Il en cauchemarde la nuit. Robinson l'obsède. Cette fois, il ne peut y avoir que 2 options, la victoire ou la mort. Mais le champion est sûr de ses forces. En conférence de presse, il avertit son challenger. « Nous ne sommes plus en welters. Cessez de rappeler nos combats précédents comme des évidences. Je lui promets la pire nuit de douleur. Je l'ai déjà battu et je finirai ce travail. » Robinson lui répond avec un sourire condescendant. Son prochain combat est déjà secrètement organisé. Il pense que battre LaMotta n'est qu'une simple formalité. Il l'a déjà fait à maintes reprises. Pourquoi celle-ci serait différente? Eh bien, il se trompe. Ladies and gentlemen, the International Boxing Club proudly presents 15 rounds of boxing for the World Middleweight Boxing Championship. Nous sommes le 14 février 1951 au Chicago Stadium, à 7 km du lieu où il y a 22 ans, jour pour jour, avait lieu le terrible massacre de la Saint-Valentin. Le vacarme de la foule a remplacé le crissement des pneus. Le fracas des poings, celui des mitraillettes. L'omerta a cédé sa place à un règlement de compte en mondiovision. Mais la violence, elle, demeure. Dans la salle, 14 000 âmes se bousculent. Des millions supplémentaires sont rivés derrière leur téléviseur, n'attendant qu'une chose, l'épilogue de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du noblard. Quand le gong sonne, le taureau est lâché. Le champion fait pleuvoir un torrent de violence sur le corps de son challenger. Ses crochets scient Robinson en deux. Le visage déformé par la douleur, Sugar Ray est méconnaissable. Acculé dans les cordes, lui qui est pourtant si mobile ne parvient pas à s'en dépêtrer. Ses jambes ne répondent plus, paralysé par la peur d'affronter une bête sauvage, la peur de mourir. LaMotta n'avait pas menti. Il est là pour en finir. Sa stratégie est simple, trouver le chaos le plus rapidement possible. À mi-combat, le champion mène largement au point.
le nez brisé et la lèvre fendue de son challenger plaident en sa faveur. Mais le contre-coup commence à se faire ressentir. 1 minute to go, round number 7. Pour participer au combat, LaMotta a dû perdre plus de 8 kilos. La veille de la pesée, il était encore à courir et se priver de nourriture. De tels efforts ne sont jamais anodins. Robinson profite de la baisse de régime de son adversaire pour reprendre ses esprits. Son coup d'œil légendaire lui permet de placer plusieurs uppercuts directement dans le menton du Bronx Bull. LaMotta serre les dents et continue de batailler, mais ses enchaînements sont de plus en plus désordonnés. Alors qu'en face, le prince d'Harlem retrouve sa boxe et renoue avec ses fondamentaux. Son rival n'a plus la force ni la lucidité d'esquiver ses coups. La garde basse, il encaisse les directs de plein fouet. Les mêmes directs qui, en 1946, avaient coûté la vie à Jimmy Doyle. Le décès de Doyle avait traumatisé Robinson. Sugar Ray prie pour ne pas avoir une autre mort sur la conscience. LaMotta a perdu. Il n'a aucune chance de revenir. Toutes les personnes présentes dans la salle en sont conscientes. Et pourtant, le champion reste debout. À la fin d'un round, il crie à l'intention de son rival « Tu n'y arriveras pas, espèce de bâtard. Tu ne m'enverras pas au tapis. » Au fil des reprises, le spectacle devient insoutenable. La femme de LaMotta est en pleurs. Elle ne reconnaît plus le visage en charpie de son mari. George Gainford, le manager de Robinson, implore l'arbitre de mettre fin au carnage. Mais le Bronx Bull, aux portes de la mort, ne veut pas abandonner. Avec la folie du désespoir, il tente le tout pour le tout. Mais son ultime assaut se solde par un échec. Il n'a plus la force d'attaquer, ni même de se défendre. LaMotta utilise son dernier souffle de vie pour rester debout, quoi qu'il en coûte. Il n'est plus qu'un sac de frappe fait de chair et de sang, comme lorsque son père le battait quand il était enfant. Lors de la 13e reprise, un dernier enchaînement de Robinson pousse l'arbitre à enfin prendre ses responsabilités. LaMotta titube jusqu'à son coin sans avoir mis un genou à terre. Sa volonté est intacte, mais son corps ne répond plus. Jusqu'au bout, il refuse la défaite. Assis sur son tabouret, à peine conscient, il continue de défier son adversaire. « Tu ne m'as pas fait mal, tu m'as arraché mon titre, mais tu ne m'auras jamais mis au tapis », dit-il. Cette scène surréaliste, digne du 7e art, inspirera l'épilogue du manga culte Ashita no Joe. Exténué, Sugar Ray Robinson devient le nouveau champion du monde des poids moyens au terme de ce que la presse qualifiera de crime au nom du sport. Un véritable massacre. Fort heureusement, les deux rivaux ressortent vivants de ce combat à mort. Le Valentine's Day Massacre marque néanmoins le début de leur déclin respectif. Rapide et tragique pour LaMotta. Plus lent et laborieux pour Robinson. La rue les rappelle à elle, avec ses tentations et mauvaises fréquentations. LaMotta est emprisonné pendant que Robinson dilapide sa fortune dans les nightclubs d'Harlem. Mais à l'image de leur carrière, ils réussiront finalement à rebondir. La preuve que la fatalité n'existe pas. Des années plus tard, Robinson et LaMotta reviendront sur leur combat dans l'émission culte This Way It Was. Le Bronx Bull résumera leur rivalité avec humour. I fought Sugar Ray so many times. It's a wonder I don't have diabetes. Jake, I got a question for you. Après 6 combats acharnés, nos deux Valentins ont enfin appris à s'aimer. At long range, Robinson short with a left hand, short with another. LaMotta biting.